pasizonta mazatuka pankaka bafuiririzo pasizonta mazatuka batata bafuiririzo pasizonta mazatuka na beto bala twiziza bwana pasizonta mazatuka na beto bala twiziza bwana. Brazzaville, capitale politique de la République du Congo, située dans le département du Poul, a vu naître en 1954 un homme dont le parcours politique ne peut laisser personne indifférent. Il se nomme Bonaventure Mbaya. Enseignant-chercheur de l'université Marien-Ngouabi, découvert à la Conférence nationale souveraine, révélé au grand public congolais et étranger par le regretté président André Ntsatou-Bontou Milongo, dont il a été l'un des collaborateurs les plus proches. En effet, Bonaventure Mbaya a été incontestablement la cheville ouvrière aux côtés des doyens tels que le professeur Lévi Makani et le feu Hyacinthe Bakonga qui ont entouré et conseillé en permanence M. André Ntsatou-Bontou Milongo durant sa carrière politique de 1991 jusqu'à sa mort en juillet 2007. Ministre conseiller spécial et porte-parole d'André Ntsatou-Bontou Milongo, qui fut le premier ministre de la transition de juin 1991 à août 1992. Bonaventure Mbaya sera donc également le directeur de campagne du même André Ntsatou-Bontou Milongo, premier ministre de la transition, candidat à la présidentielle de juillet 1992. Cofondateur de l'Union pour la démocratie et la République, en sigle UDR-MUNDA, aux côtés d'André Milongo, Bonaventure Mbaya sera le premier secrétaire général de ce parti durant 5 ans, de 1992 à 1997. Ministre de la Recherche scientifique du président Pascal Lissouba, dans les gouvernements du Premier ministre Joachim Ngombi Opango, de juin 1993 à janvier 1995. Puis, il est conseiller spécial et porte-parole du même Premier ministre de 1995 à 1996. Bonaventure Mbaya sera rappelé au gouvernement par Bernard Kolela comme ministre de la Jeunesse et des Sports. Alors, Premier ministre en septembre 1997, pendant la guerre du 5 juin. Il partira en exil à Abidjan, en Côte d'Ivoire, à la chute de Pascal Lissouba, par fidélité et par la constance politique qu'il a toujours caractérisée. Ce qui lui vaudra d'être radié de l'UDR-MUNDA en 1998. Radiation confirmée en 2003 contre l'avis du président fondateur André Ntsatou-Bontou Milongo par une session du comité directeur de ce parti. Membre de l'opposition congolaise, depuis la chute du président Pascal Lissouba en 1997, M. Bonaventure Mbaya retrace ici son historique biographique et politique. Je suis effectivement Bonaventure Mbaya, fils de M. André Mbaya Matoko, un ancien de l'ONPT, qui est rentré à l'ONPT en 1952 pendant la colonisation et qui a travaillé à l'ONPT avec M. Omar Bongo, qui était également un fonctionnaire de l'ONPT, de la Poste et des télécommunications de l'Afrique équatoriale française. Ma mère, c'est Madame Miasukinakuntima Bibiane, qui était une commerçante qui vendait au marché Total et mes parents sont décédés en 2015. Donc je suis donc né de père et de mère congolais. Nous sommes nés 10 enfants. Des 10 enfants, je suis l'aîné. Donc les 4 sœurs, donc c'est Félicité,
Edith, Nathalie et Laetitia. Et les garçons, donc, c'est Bonaventure, Maxime, Michel, Bruno, Magloire et Marly. Quand j'étais au séminaire, j'étais au lycée Savognon, ensuite, après à l'université. Pendant que j'étais en France, je me suis marié là-bas à une Française, Sylvie, avec laquelle j'ai eu 3 enfants, 3 filles, Imelda, Jessica et Myriam. Ensuite, quand je suis rentré au Congo, après mes études, lorsque je travaillais au CNRS, je devais rentrer au Congo. Mon épouse, la Française, avait préféré qu'on divorce. Nous nous sommes divorcés et quand je suis rentré au Congo, j'ai été obligé donc de me remarier avec Sonia, qui est mon épouse actuelle. Avec Sonia, nous avons eu 3 enfants aussi. Andrea, qui est l'aîné de ses enfants. Jean-Luc et Jonathan, qui sont donc les 2 garçons que j'ai eu avec Sonia. Dans ce deuxième mariage, en dehors de mes parents qui étaient un peu les parrains de ce mariage, mais il y a eu aussi M. André Milongo qui nous a parrainés dans ce mariage. Je suis né le 9 août 1954 à Brazzaville. À l'époque, il y avait un hôpital qui se trouvait dans le quartier actuel de la Case de Gaulle qu'on appelait l'hôpital Madame. C'est dans cet hôpital-là que j'étais né en 1954, le 9 août, et nous habitions une rue qui était là-bas, qui s'appelait la rue Jeanne d'Arc, qui a été ensuite ramenée dans le quartier du marché total en 1958-1959, lorsque le quartier de Dahomey, qui était le quartier de la Case de Gaulle, a été en quelque sorte fermé. Ceux qui habitaient dans ce quartier-là, on leur a fait des maisons dans le secteur de ce qu'on a appelé le quartier Tahiti, où les rues qui étaient à Dahomey ont été ramenées dans le quartier du marché total autour de l'ancienne salle de cinéma du cinéma Rio. Quand nous étions nés, quand nous étions petits, l'aéroport de Brazzaville se trouvait au centre sportif et ce qu'on appelle actuellement l'avenue Machoua était la piste d'atterrissage et la piste de décollage de l'aéroport. Et j'ai été à l'école primaire en 1960, l'école primaire catholique de Saint-Pierre-Claver, où j'ai été également enfant de chœur de 1959 à 1966. En 1966, j'ai passé le certificat d'études primaires à Saint-Pierre-Claver et j'ai passé le concours du CG Ma Foi Virgile et le concours du petit séminaire de Mbamou. J'étais admis aux 2 concours, mais comme j'étais enfant de chœur, j'avais plutôt la vocation de devenir prêtre. Et c'est comme cela que je suis rentré au petit séminaire de Mbamou en 1966. Une promotion où nous étions une trentaine d'élèves, de jeunes petits séminaristes. Nous sommes restés au petit séminaire de Mbamou de 1966 à 1970, 69-70, où nous avons fait le BMG, c'est-à-dire le brevet d'études, qu'on appelle maintenant le BPC. À l'époque, ça s'appelait le BMG. Nous avons fait ce BMG au collège de Kinkala avec d'autres jeunes qui étaient des élèves de ce collège de Kinkala où il y avait un internat. Parmi ces élèves qui étaient à l'internat de Kinkala, il y a eu des grands cadres comme le journaliste Jean-Claude Kakou, comme l'ancien ministre Jean-Blaise Kololo. Tous ces gars-là étaient de ma promotion. En 3e, nous avons passé le BMG ensemble à Kinkala. De là, nous sommes venus au séminaire moyen de Saint-Jean, le séminaire de Saint-Jean qui se trouve à Kinsundi. C'est là-bas que nous avons fait la seconde
Et c'est quand nous étions en seconde, au moment de passer en première, que le cardinal Émile Biayenda, qui était à ce moment-là l'archevêque de Brazzaville, ils avaient décidé que moi, je ne pouvais pas continuer dans la filière de la prêtrise parce qu'eux, ils me voyaient plutôt en train de devenir plus tard un acteur politique. C'est pour cela que le cardinal Émile Biayenda m'avait fait sortir du séminaire et était allé lui-même m'inscrire au lycée Savognon de Brazza avec l'abbé Nkwayankombo, qui était le grand frère de Monseigneur Kombo Ernest. Donc, c'est Kwayakombo, l'abbé Kwayakombo, qui était le directeur du séminaire de Saint-Jean, qui est parti m'inscrire au lycée Savognon de Brazza avec le cardinal Émile Biayenda. Donc, au lycée Savognon de Brazza, j'ai fait la première D en 1971-1972. Et en 1972-1973, je suis passé en terminale. J'ai fait ma terminale D dans la même classe avec d'autres cadres très importants de notre pays, comme le docteur Étienne Mkonzi-Mobé, hein, qui a été au laboratoire national, mais qui était en terminale avec moi. Et après le bac, certains sont partis avec des bourses à l'étranger. Nous sommes rentrés à la faculté des sciences du CSB. Ce qu'on appelait CSB, c'était le nom de l'université du Congo à l'époque, qui était à Brazzaville. CSB, ça voulait dire le Centre d'enseignement supérieur de Brazzaville, pour les études supérieures de Brazzaville. Ça se trouvait dans le secteur du marché total. La faculté des sciences, et le doyen de cette faculté des sciences, c'était le professeur Pascal Issouba, qui avait comme adjoint direct le professeur Lévi Makani, et d'autres enseignants qui étaient là, qui nous ont encadrés, comme M. Rodolphe Adada, qui est actuellement l'ambassadeur du Congo en France, qui avait été à ce moment-là l'assistant à la faculté des sciences, qui nous enseignait donc les mathématiques, et M. Anakle Chomambe, qui était l'assistant en physique-chimie, qui nous enseignait justement la physique-chimie. Après à l'université, à la faculté des sciences, en 1974-1975, nous avions fait une grève qui avait fait que nous qui étions des militants de l'association des élèves et étudiants qu'on appelait à l'époque l'UGEC, Union Générale des élèves et étudiants du Congo, nous nous étions opposés à la politisation de l'UGEC que le PCT voulait faire. Le PCT voulait que l'UGEC devienne l'UJSC. Tout le monde n'était pas d'accord pour aller à l'UJSC. Ceux qui n'étaient pas d'accord sont restés à l'UGEC. Nous avons tenu des grèves quelquefois. C'est pour ces grèves-là que nous avions été arrêtés. En 1974, nous étions arrêtés avec les Florent Siba, qui étaient à ce moment-là des étudiants à Bayardel. Ils étaient à la faculté des lettres et des sciences économiques pour les autres à Bayardel. Nous qui étions à la faculté des sciences, nous étions dans le secteur de Bakongo du marché total en 1974 lorsque nous étions arrêtés. Ensuite, on a été renvoyés de l'université. Certains ont préféré devenir des militaires. Parce que nous, quand nous étions en première année, les Florent Siba étaient en quatrième année. C'était nos aînés au sein de l'UGEC avec les Jean Gatsébé. Donc, moi, Bonaventure Mbaya, j'ai été à l'université et lorsque nous avons été renvoyés de l'université, j'étais devenu un enseignant de l'école primaire vers Talangaï là-bas, à l'école primaire de la Tiémé, l'école primaire de la Tiémé qui se trouve à côté du cinéma Ebina. Avant d'arriver à l'hôpital de Talangaï, il y avait une école primaire au bord de la rivière La Tiémé. Cette école primaire, j'ai enseigné là-bas à l'époque, en 1975-1976. J'enseignais à l'école primaire là-bas et j'enseignais aussi au CG Annexe, le CG Annexe qui était sur l'ancien internat du lycée Savognon de Brazza. Et c'est à partir de là que le professeur Pascal Issouba, qui n'était pas content que moi qui avais été l'un de ces étudiants les plus brillants de la faculté des sciences,
de la première année de chimie, biologie, géologie, donc j'étais en CBBG, le président Lissouba n'avait pas apprécié que le pouvoir puisse nous renvoyer de l'université. Le président Lissouba avait trouvé une préinscription pour moi à l'université de Poitiers. C'est comme ça que je me suis retrouvé à Poitiers. À Poitiers, j'ai fait mes études jusqu'en 1988. En 1988, j'ai soutenu ma thèse de doctorat en biochimie et génétique, en biologie, biochimie et génétique, sur les instructions de Pascal Lissouba, qui était à ce moment-là professeur à l'université de Créteil en France. C'est donc le président Pascal Lissouba qui m'avait parrainé pendant que je venais de soutenir ma thèse. J'ai été recruté au CNRS avec un statut d'attaché de recherche au CNRS dans un laboratoire qui travaillait sur la recherche sur le vaccin du paludisme ou sur les nouvelles technologies de chimiothérapie antipaludique. Je travaillais dans ce laboratoire avec un collègue qui était un Sud-Américain de l'Uruguay. Il était originaire d'un pays qui s'appelle l'Uruguay en Amérique du Sud. Ce collègue, il s'appelle Pataroyo. Pataroyo travaillait sur le vaccin contre le paludisme. Moi, je travaillais sur les nouvelles technologies de chimiothérapie antipaludique. Et c'est sur cette base-là que nous avons travaillé avec le président Pascal Lissouba, et en tant qu'attaché de recherche au CNRS, j'ai été affecté, j'ai travaillé pendant un temps au Sénégal, de 1988 jusqu'en 1991. J'avais des missions de 3 mois où j'enseignais à l'université Cheikh Anta Diop à la faculté des sciences, et où j'étais également responsable du laboratoire de l'Orstom et de l'Institut de technologie alimentaire de Dakar. Donc en 1991, lorsque la conférence nationale a eu lieu au Congo, moi j'étais parmi les cadres qui étaient arrivés de l'Afrique de l'Ouest pour venir participer à la conférence nationale, et nous avions créé à ce moment-là le parti qu'on appelait le PSDC Le Paris, qui était un parti des jeunes qui étaient des étudiants en France. Pendant que j'étais en France, nous sommes partis faire nos études à Poitiers. Nous étions à Poitiers, nos aînés qu'on avait trouvés là-bas, c'était les Louis Bakabadio, qui étaient à Poitiers. Il y avait Henri Osebi, qui était à Poitiers, c'était nos aînés. Et avec eux, nous avons continué à militer au sein de l'UGEC à travers l'association des étudiants congolais en France qu'on appelait l'AEC. Moi, j'ai été aussi président de l'AEC à Poitiers. Je dirigeais les étudiants congolais qui étaient à Poitiers. À la conférence nationale, nous avons fait des interventions pour que la démocratie devienne la nouvelle réalité du Congo. Donc, la démocratie a été telle que nous avons pu, avec la transition d'André Milongo m'a demandé de revenir ici parce qu'il voulait que je sois dans le gouvernement. Mais comme mon contrat avec la France n'était pas terminé, j'étais reparti au Sénégal pour aller rompre le contrat afin que je puisse revenir au Congo. Et quand je suis revenu au Congo, le premier gouvernement de transition était déjà nommé, et moi, on m'avait gardé un statut de porte-parole du Premier ministre André Milongo avec rang de ministre. Donc j'ai travaillé avec André Milongo pendant cette période, jusqu'au moment où il y a eu l'élection présidentielle de 1992. André Milongo m'avait choisi, m'avait désigné en tant que directeur de campagne. J'étais son directeur de campagne à l'élection présidentielle de 1992. Après l'élection présidentielle de 1992, Pascal Lissouba a été élu. Pascal Lissouba, qui était toujours mon professeur, qui me tenait toujours, avait décidé de faire de moi un ministre de la Recherche scientifique. Comme j'étais encore jeune, parce que je n'avais à peine que près de 35 ans, il avait fait de moi d'abord secrétaire d'État à la science et la technologie. Ensuite, j'étais devenu ministre de la Recherche scientifique, et
En 1997, quand Pascal Lissouba a été renversé et que Bernard Kolela était le Premier ministre, moi j'étais ministre de la Jeunesse et des Sports lors de la chute de Pascal Lissouba. Dans le dernier gouvernement de Pascal Lissouba, j'étais donc ministre de la Jeunesse et des Sports. Quand nous étions étudiants, quand nous étions des jeunes, moi j'étais un basketteur ici au Congo. J'ai joué au basket. Nous jouons au basket. J'étais capitaine de l'équipe de basket ici au Congo. Les joueurs qui étaient avec moi dans le même club où j'étais le capitaine, ce club s'appelait Kimpwanza. Et dans Kimpwanza, on jouait avec les Bruno Richard Itoa, l'actuel ministre. On jouait avec les Paul Obambi, qui est le président de la chambre de commerce du Congo. On jouait dans ce club-là aussi avec d'autres joueurs comme les Serge Nsana, Alain Nsana, Serge. Nous avons été aussi des sportifs pour notre propre pays. Lorsqu'en 1997, nous sommes partis en exil après le coup d'État qui a ramené Denis Sassou Nguesso au pouvoir par les armes et non pas par les élections, nous sommes partis en exil. C'est la Côte d'Ivoire qui nous a accueillis, tous avec les Bernard Kolela, les Christophe Mukwege et tous les autres. Nous sommes restés donc en Côte d'Ivoire là-bas pendant près de 5 ans, 6 ans d'exil. Et pendant toutes ces années-là, Laurent Gbagbo et Thabo Mbeki, qui était à ce moment-là le président de l'Afrique du Sud, ils nous ont fréquentés et c'est eux qui ont été mes parrains dans ce que nous avons appelé l'international socialiste avec les Européens, avec les Américains dans le monde entier. Donc, grâce à l'international socialiste et à l'Alliance progressiste internationale, je suis membre d'un réseau international qui participe à la gestion et à la gouvernance du monde entier. Et c'est dans cette perspective-là que la Convergence citoyenne est aujourd'hui le seul parti du Congo-Brazzaville qui a pignon sur rue au niveau international. Monsieur Antonio Guterres, qui est actuellement le secrétaire général des Nations Unies, est membre de notre réseau international parce que lui, il a été le Premier ministre du Portugal, il a été le patron du Parti socialiste portugais. Pedro Sanchez, qui est l'actuel Premier ministre de l'Espagne, est aussi membre de notre réseau international. Il y avait donc en France les François Mitterrand, les Pierre Mauroy, les François Hollande, les Manuel Valls, qui sont membres de notre réseau international avec lesquels nous sommes en train de mener une campagne pour que l'humanité cesse avec les guerres, que désormais ce soit plutôt le dialogue national inclusif qui règle les crises qu'il peut y avoir dans tous les pays de la planète, plutôt que de laisser les humains continuer à s'entretuer à partir des crises qui sont des crises économiques ou des crises sociales, alors que ces crises pouvaient être réglées par le dialogue. Et aujourd'hui, dans mon pays, le Congo, j'ai à plusieurs reprises fait ces propositions-là, parce que lorsqu'au niveau de l'international socialiste et de l'Alliance progressiste internationale, j'ai été membre de la coordination pour l'Afrique centrale de ces deux réseaux, je le suis devenu au cours d'une réunion que le réseau avait organisée au Cap-Vert, à la capitale du Cap-Vert, à Praia. C'est à Praia, en 2012, en juillet 2012, nous étions à Praia. C'est à Praia que j'ai été désigné pour être dans la coordination de ce réseau international pour l'Afrique centrale. Nous sommes dans cette coordination avec des amis centrafricains comme Martin Ziguele, des amis tchadiens comme Saleh Kebzabo, des amis camerounais comme M. John Frundi, qui est notre doyen, des amis de la RDC. À l'époque, il y avait M. Etienne Tshisekedi, le papa de Félix Tshisekedi. Donc le parti de l'UDPS est membre de notre réseau international. Au niveau de la Guinée
équatoriale, nous avons notre camarade Andrés Essonondo, qui est le patron de la CPDS, la Convergence pour la démocratie sociale, qui est le parti de la Guinée équatoriale qui est membre de ce réseau. Et au Gabon, nous avons le parti gabonais du progrès, qui est également membre de notre réseau international. Il y a aussi en Angola le MPLA, il y a au Burundi la CNDD, au niveau de l'Afrique du Sud c'est l'ANC, et au niveau de la Namibie c'est la SWAPO. Tous ces partis qui sont dans cette zone-ci sont membres de notre réseau international, et nous, au niveau de la convergence citoyenne, lorsque nous avons créé la convergence citoyenne en 2004, parce que de retour de l'exil au sein de l'UDR Mouinda, il y avait des gens qui étaient des anciens du Parti congolais du travail, qui étaient membres de l'UDR Mouinda et qui avaient préféré essayer d'aller reconnecter l'UDR Mouinda dans les partis qui créaient l'alliance avec le PCT pour participer au pouvoir. Nous qui étions dans le groupe de démocrates qui avait été renversé par le PCT en 1997, ces gens-là qui nous avaient remplacés après notre départ en exil au sein de l'UDR Mouinda ne voulaient pas que nous on revienne dans le parti après l'exil. C'est comme ça qu'on s'est retrouvé hors de l'UDR Mouinda sans avoir démissionné de ce parti, mais on a été radié par ceux qui étaient restés dans ce parti après notre départ en exil, et c'est parce que André Milongo n'était pas d'accord avec cette idée de nous radier du parti, qu'il nous avait encouragé avec Bernard Kolela pour qu'on crée plutôt la convergence citoyenne qui devait permettre le regroupement de tous les sociaux-démocrates congolais au sein d'une alliance social-démocrate. Aujourd'hui, l'alliance social-démocrate du Congo a été créée, et cette alliance social-démocrate du Congo, il y a des partis qui sont déjà membres. Il y a l'UPADES, il y a le RDD de Jacques-Joachim Yombi-Opango, il y a l'UFD de Myokono Ndjoula, il y a la Lumière pour le Congo de Jean Gwabi, et donc tous ces partis qui sont déjà membres de l'Alliance social-démocrate du Congo. Il y a aussi le PSDC de Clément Mierassa, qui est aussi un parti social-démocrate, qui est d'office membre de cette Alliance des sociaux-démocrates du Congo. Nous sommes en train de travailler à cela, et c'est pour cela que je n'ai pas refusé l'idée que le président de l'UDR Mouinda a continué à se diviser malgré ma radiation à moi. Derrière moi, il y a l'UDR Mouinda, beaucoup de cadres ont préféré consolider leur rapprochement avec le Parti congolais du travail. D'autres ont créé des nouveaux partis qui sont aujourd'hui dans la majorité présidentielle, alors qu'ils étaient avec les André Milongo en train de défendre la démocratie telle que nous l'avions souhaité à la conférence nationale. Donc, lorsque Guy Romain Kifusia et son groupe à lui ont décidé de faire la réconciliation et le regroupement avec les autres groupes, les autres partis sociaux-démocrates, j'ai félicité cela et j'ai accepté de me retrouver à l'intérieur de l'UDR Mouinda, tout en étant à la tête de la convergence citoyenne, qui est comme une organisation politique qui rassemble les sociaux-démocrates du Congo. Ma personnalité et mon caractère politique, donc politiquement, comme je suis un social-démocrate, je suis pour qu'au Congo, on puisse mettre en valeur les principes de la social-démocratie. Je suis social-démocrate parce que les valeurs et les principes de la social-démocratie se retrouvent également dans la culture et la tradition africaine. Donc, en principe, si les Africains étaient restés fidèles à leur culture et à leur tradition, tous les Africains sont des sociaux-démocrates. Parce que nous avons appris dans notre tradition africaine que nous croyons en l'unicité de la création, que les uns et les autres, nous devons être des frères, comme les enfants d'un même père et d'une même mère, que les uns et les autres, nous devons travailler dans la justice sociale, et nous devons également
tout faire pour que même si dans une nation, il y a plusieurs ethnies, la plupart des nations africaines sont pluriethniques. Mais il ne faut pas que ceux qui dirigent instrumentalisent les ethnies. Il faut que ceux qui dirigent apparaissent comme les enfants d'un même père et d'une même mère et qu'ils puissent consolider la concorde nationale. La concorde nationale, ça veut dire tenir compte de la vie de toutes les composantes de la nation. Quand celui qui dirige ne tient pas compte de ce que proposent les composantes de la nation et qu'il essaie seulement d'imposer à tout le monde ce que lui propose son groupe ethnique d'origine qu'il a choisi lui-même d'instrumentaliser, le pouvoir ne devient plus démocratique, mais il devient ethnique et autocratique. Un pouvoir est autocratique quand celui qui dirige décide de faire des choses et de les imposer à toute la nation sans consulter préalablement les composantes de sa nation. Dans tous les pays du monde entier qui sont des pays démocratiques, on ne prend pas de décision de décision capitale sans consulter les autres composantes de la nation. Vous voyez? Donc, il faut que nous, en tant que sociodémocrates, on essaye de faire comprendre à ceux qui dirigent nos pays que le dialogue national inclusif est l'instrument qui permet à ceux qui sont au pouvoir d'avoir le point de vue de ceux qui ne sont pas avec lui au pouvoir. Et à ce moment-là, il intègre les points de vue des autres qui ne sont pas avec lui, il les intègre dans sa gouvernance, et ça permet à ceux qui ne sont pas au pouvoir avec lui de considérer que ce pouvoir-là est effectivement démocratique. Démocratie, ça veut dire le pouvoir du peuple. Ça vient du grec démos et kratos. Démos, c'est le peuple, kratos, c'est le pouvoir. Vous voyez? Si vous êtes des démocrates, ça veut dire que le pouvoir est entre les mains du peuple. Le PCT qui avait été créé ici était un parti de gauche. À l'époque, il était marxiste-léniniste. À l'époque, c'était un parti marxiste-léniniste, partisan du socialisme scientifique. Mais le PCT d'aujourd'hui a cessé d'être un parti de gauche dès l'instant où ils n'appliquent pas une politique qui est basée sur les principes et les valeurs de la social-démocratie. C'est pour cela que ce parti de gauche, le PCT, aujourd'hui, il y a des courants dedans qui se réclament de la social-démocratie, mais il y a des courants dedans qui font le contraire de ce qui doit incarner le parti de la social-démocratie. La social-démocratie, dans ses valeurs et ses principes, a des points communs avec la culture africaine. La culture africaine croit à l'unicité de la création. Tous les chrétiens croient que nous sommes unis parce que Dieu nous a créés. L'unicité de la création, c'est ça. La doctrine social-démocrate prévoit aussi que, puisqu'il y a l'unicité de la création, ça veut dire que nous, les créatures, nous devons vivre comme des frères et des enfants d'un même père et d'une même mère. Ça veut dire que la fraternité doit être, je dirais, une valeur que nous devons développer dans notre pays. Pour cette fraternité, ça veut dire qu'il y aura aussi la solidarité. Ensuite, il y aura la justice sociale. Il faut que socialement, tous les citoyens puissent être assistés, puissent être soutenus socialement. Ça veut dire, pour être soutenu socialement, le pouvoir doit toujours créer des emplois chaque année. Il ne faut pas qu'il y ait des chômeurs, ou il ne faut pas qu'il y ait des gens qui ne soient pas des travailleurs, ou bien qu'on choisisse seulement comme travailleurs ceux qui sont de notre ethnie. Non, ça ce n'est plus de la social-démocratie.
la social-démocratie nous enseigne que celui qui est chef, il doit d'abord travailler à faire l'unité de ceux qu'il dirige. Et pour faire cette unité de ceux qu'il dirige, il faut que ce soit comme dans une famille. Dans une famille, tout le monde n'est pas de même père, même mère. Hein? Mais dans une famille, tout le monde est lié parce qu'ils ont les mêmes ancêtres, parce qu'ils ont les mêmes grands-parents. Vous comprenez? Dans un État, la nation, ça doit être comme ça aussi. Ce n'est pas parce que nous sommes dans des ethnies différentes qu'on ne peut pas être dans l'unité, on se sépare et on se divise. On doit fonctionner dans un État comme on le fait pour créer une équipe nationale. Dans un pays, il peut y avoir plusieurs équipes. Hein? Diable Noir, Aiglan Renaissance Cara, Étoile du Congo, XY, Patronage, et ainsi de suite. Chaque équipe a ses supporters. Ils s'affrontent dans des championnats nationaux. Mais quand c'est une compétition où on doit aller en tant que nation, on crée l'équipe nationale. L'équipe nationale, quand on la crée, on prend les meilleurs joueurs qu'il y a dans chaque équipe et on crée l'équipe nationale. Et à ce moment-là, c'est tout le monde qui vient supporter l'équipe nationale. Est-ce que ce n'est pas ça? C'est ça qu'on doit faire aussi dans la constitution de la nation. Il faut que la nation, ceux qui gouvernent le pays dans le même statut, dans la même qualité qu'une équipe nationale. Que chaque composante de l'équipe nationale, et que chaque composante de la nation, c'est-à-dire que chaque ethnie, trouve des cadres qui lui sont propres dans le pouvoir qui est en train de gouverner. Et c'est ça qui crée comme une équipe nationale politique. On ne va pas fabriquer des originaires qui sont seulement dans votre parti politique parce qu'ils doivent vous suivre, parce que non. Il faut que celui qui a le pouvoir demande aux dignitaires de chaque groupe ethnique de désigner ceux qui doivent venir les représenter dans le gouvernement. Alors, chaque groupe ethnique tient sa réunion, choisit parmi les cadres qu'il va proposer à celui qui est au pouvoir. Nous, tel groupe ethnique, nous proposons, si on dit par exemple, chaque groupe ethnique propose 5 personnes, dans les 5 personnes, on va choisir 2 qui seront dans le gouvernement. Et ils choisissent leurs 5, ils les envoient à celui qui est au pouvoir, les autres choisissent, tout le monde choisit 5, 5, 5, et celui qui a le pouvoir, quand il reçoit ces 5, 5, 5, il choisit les 2 qui vont être dans son gouvernement, et les 2 qui sont dans le gouvernement doivent en permanence être en contact avec le groupe sociologique qui les avait choisis pour être là-bas. Vous comprenez? Tout ça, ça va reconsolider l'unité nationale. Mais si ceux qui sont dans un pouvoir, même s'ils appartiennent à d'autres groupes ethniques, s'ils sont là seulement pour être comme des figurants, qui sont obligés de faire ce que celui qui a au pouvoir leur impose, ce n'est toujours pas un pouvoir démocratique, c'est un pouvoir corrupteur. Les dirigeants congolais que nous avons côtoyés, avec lesquels nous avons fait école, quand nous étions jeunes, quand nous avons grandi, ils sont nombreux. Il y a par exemple le ministre Itoa, Bruno Jean-Richard. Il y a par exemple d'autres dirigeants congolais, comme ceux qui ont été avec nous pendant la transition, les gens Blaise Kololo, paix à leurs âmes. Et vous avez aussi des gens comme les Florent Tsiba qui étaient avec nous à l'UGEC dans les années 72, 73, 74. Il y a aussi d'autres dirigeants qui ont été nos aînés, comme les Marius Mwambenga, comme les Jean Itadi, comme les Christophe Mukwege, comme les Jean-Michel Bokambaya Ngouma. Tous ces grands-là, nous avons été avec eux, et avec eux, on était en train de travailler pour que le pays, effectivement, soit un pays national, avec une unité nationale et une concorde nationale solide. Mais on était toujours combattu un peu par ceux qui dirigeaient le PCT, qui voulaient à tout prix que ce soit comme un pouvoir monopartiste qui revient
ce qu'on avait en quelque sorte arrêté à la conférence nationale, et ils sont venus pour restaurer cela. Le PCT aujourd'hui a repris une dynamique de parti unique. Ils sont en train de corrompre ou d'atomiser les partis qui ne veulent pas être avec eux. Ils créent dans ces partis-là des tendances qui sont favorables à eux, et ces tendances sectionnent les partis. C'est comme ça qu'on voit tous les partis démocrates ont été sectionnés par le PCT, qui a choisi des courants qui lui étaient favorables et d'autres courants qui n'étaient pas d'accord avec lui. Vous voyez le MCDDI, ça s'est sectionné. Vous voyez l'UDR Mwinda, ça s'est sectionné. Vous voyez le RDPS de Tister Chikaya, ça s'est sectionné. Vous voyez l'UPADES, ça s'est sectionné. Vous voyez l'UFD du vieux Charles David Ganao, ça s'est sectionné. Vous voyez, nous quand nous étions jeunes, les Mboulou Raymond et nous, on était les petits des leaders. Moi j'étais le petit d'André Milongo. Mais Mboulou Raymond était le petit de Ganao. Hein? Mais comment eux, ils se sont retrouvés maintenant comme des gens du PCT, ils ont quitté les partis de Ganao. Ils sont nombreux qui ont quitté les partis de l'UDR Mwinda, qui ont quitté les partis du MCDDI, qui sont allés se mettre dans une dynamique du PCT, hein? Et qui ont tourné la page de la vision que les grands leaders nous ont laissée. Les Milongo André, les Bernard Kolela, les Tister Chikaya, les David de Charles Ganao, et tous ces grands leaders-là avaient laissé une dynamique à partir de la conférence nationale. Ces gens-là que je cite, ils ont été les grands leaders politiques qui ont fait des interventions favorables à la démocratie pluraliste au Congo. Mais quand le pouvoir est revenu entre les mains du PCT par les armes, alors que ces partis-là croyaient encore à la démocratie telle qu'on l'avait instaurée à la conférence nationale, le PCT a tout fait pour que ces partis-là ne puissent pas continuer dans la même dynamique que les leaders-là avaient laissé. Alors ils ont créé dans tous ces partis-là des tendances qui leur étaient favorables, et ces tendances, moyennant l'argent que le pouvoir du PCT leur avait donné, avaient fini par créer de grands courants à l'intérieur de ces partis, qui ont fait que dans chaque parti, il y a eu des gens qui ont préféré rejoindre le Parti congolais du travail, soit comme membres du PCT, soit comme des partis membres de la majorité du PCT. Et vous voyez bien que ces partis-là, qui sont aujourd'hui dans la mouvance du PCT, au Parlement, ils ne font pas les débats pour restaurer la démocratie. Au Parlement, ils ne défendent même pas les positions des populations qu'ils représentent. Vous avez beaucoup de députés qui sont élus ou des sénateurs qui sont élus qui n'ont jamais abordé les problèmes sociaux qu'il y a dans leur circonscription électorale. Donc ces gens-là sont des figurants seulement. Ils sont dans des institutions juste pour leurs intérêts, et pour ça, ils ne doivent pas critiquer le pouvoir qui leur a permis d'être des élus. C'est le pouvoir du PCT qui choisit ceux qui doivent gagner les élections. Ils disent à celui qui va diffuser les résultats, dans telle circonscription, c'est un tel qui doit gagner. Dans telle circonscription, c'est un tel qui doit gagner, ainsi de suite. Parfois même, donc, celui qui annonce qui a gagné l'élection, ce n'est pas celui-là qu'en réalité, la population, les électeurs de la zone avaient voté. C'est pour cela que très souvent, les résultats des élections sous le PCT sont contestés par la plupart des gens. Ce n'est pas des démocraties, et ce n'est pas des élections, je dirais, transparentes et crédibles. Et c'est tout ça que nous devons restaurer. Nous, dans ce que nous allons faire, il faudrait que dans les institutions de la République, les organisations, je dirais, la société civile soient aussi représentées. Au Parlement, il faut qu'il y ait aussi des membres de la société civile. Les membres de la société civile, ça peut être les croyants en Dieu, les religieux, les ceci, les cela. Ils doivent être représentés dedans aussi, pas seulement les partis politiques. Au Congo, le deuxième bassin écologique de la planète, il faut que nous ayons aussi des écologistes qui vont s'opposer
à l'exploitation des matières premières des forêts et des autres que les gens veulent faire, alors que dans le contexte actuel où il y a le réchauffement climatique et d'autres machins, on devrait préserver les forêts. Nous, on vend les arbres. On les vend à des puissances coloniales qui viennent couper les forêts. Mais d'ici la fin du 3e millénaire, qu'est-ce qui restera des forêts du Mayombe et des forêts du Congo? Voyez? Donc tout ça, il faut qu'on préserve cela. C'est pour cela que l'histoire du bassin du Congo, qui va devenir le site à partir duquel on va engager la lutte contre le réchauffement climatique et le changement climatique, nous-mêmes qui sommes les autochtones dans cette zone, nous devons être les acteurs. Si le pouvoir du Congo a lancé l'idée du fonds bleu pour la lutte contre le réchauffement climatique, mais il faut qu'on définisse d'où vient ce fonds bleu et à quoi va servir le fonds bleu. Justement, le problème de la démocratie congolaise telle qu'on l'avait proposée à la conférence nationale, n'est pas celle que nous vivons aujourd'hui. La démocratie congolaise doit être, comme je viens de le dire, un système de gouvernance qui tient compte de la vie et de l'attente de la population et donc du peuple. Même si nous sommes une société pluriethnique, mais le caractère pluriethnique ne doit pas nous empêcher de devenir une nation une et indivisible. C'est pour cela que, par exemple, quand vous voyez le logo de la convergence citoyenne, c'est un maïs. Ce logo veut dire que quand vous regardez le maïs, les grains de maïs sont collés tous au noyau du fruit lui-même. Hein? Mais quand vous observez les grains de maïs sur un épi de maïs, parfois sur le même épi de maïs, tous les grains n'ont pas la même couleur. Il y en a qui sont blanchâtres, il y en a qui sont jaunâtres, il y en a qui tournent vers l'orange, la couleur orange. Ça, c'est comme si c'était des graines qui représentaient les différentes ethnies qui composent la nation du maïs. Mais toutes ces graines, malgré les couleurs qui sont différentes, restent collées, très attachées à la nation. C'est la même chose pour les citoyens d'un pays. Ils appartiennent à plusieurs ethnies, donc ils sont de couleurs différentes, mais ils sont collés à la nation. C'est pour ce principe-là que nous, à la Convergence citoyenne, on avait choisi le maïs comme le logo de notre organisation politique, de notre mouvement politique, le logo qui prouve que nous tenions à ce que les citoyens congolais soient attachés à l'unité nationale. Voilà ce que nous sommes en train de nous battre, et nous ne sommes pas des revanchards. Ce n'est pas parce que nos frères Mboshi ont mal géré le pays qu'on va dire on va se venger contre les Mboshi. Non. Nos frères Mboshi ont mal géré le pays, mais c'est leur élite qui a été mauvaise gouvernante. Mais même quand cette élite a mal géré le pays, mais il y a des frères Mboshi qui ont souffert de cette mauvaise gouvernance-là. Donc on doit corriger les erreurs qui ont été faites par ces élites-là, sans accuser l'ensemble des Mboshi. C'est pour cela que nous disons que l'unité nationale doit être reconsolidée avec la concorde nationale. La concorde nationale doit permettre à celui qui dirige le pays d'être de manière permanente en contact avec les composantes de la nation et de tenir compte de ce qui sont les préoccupations de chaque composante de la nation. La conférence nationale souveraine de 1991, d'abord, historiquement, ce n'était pas une invention du Congo. La conférence nationale de 1991 était la réalisation d'une décision qui avait été prise au sommet de la Baule en France, au moment où la France était dirigée par un socialiste, donc quelqu'un qui était membre de notre réseau international. Ce monsieur, c'était François Mitterrand. François Mitterrand avait, en tant que président de la France, dirigé un sommet France-Afrique à La Baule. La Baule, c'est une ville de la France. Au cours de cette réunion-là, François Mitterrand avait
demandé aux autorités africaines, donc tous les chefs d'État des pays africains francophones étaient au sommet de la Baule. François Mitterrand leur avait dit qu'il faut que en Afrique, le monopartisme s'arrête parce qu'eux-mêmes en Europe, ils avaient décidé de casser les pouvoirs monopartites qu'il y avait dans tous les pays où il y avait le marxisme et le léninisme. Ils avaient décidé de casser l'URSS, ils avaient décidé de casser la Yougoslavie, ils avaient décidé également de rompre la division qu'il y avait eu après la Seconde Guerre mondiale en Allemagne, où il y avait l'Allemagne de l'Est et l'Allemagne de l'Ouest. Ils avaient décidé de refusionner l'Allemagne. C'est comme ça que l'Allemagne de l'Ouest avait refusionné l'Allemagne de l'Est pour redevenir l'Allemagne telle qu'elle était au début. Et les Africains qui avaient entendu cette proposition de François Mitterrand au sommet de la Baule, quand ils sont rentrés chez eux, ils ont décidé de convoquer les conférences nationales pour instaurer la démocratie dans les pays africains. La démocratie dans les pays africains, ça voulait dire accepter le pluralisme politique. Le premier pays qui avait appliqué cette décision du sommet de la Baule, c'était le Bénin. Le Bénin a fait la conférence de presse, la conférence nationale, avant le Congo-Brazzaville. Le Bénin avait choisi un prêtre, un évêque qui avait dirigé la conférence nationale. Quand c'était le tour du Congo, au Congo, nous avons fait comme au Bénin, on a choisi un prêtre qui a dirigé la conférence nationale parce qu'il fallait que celui qui dirigerait la conférence nationale soit comme une autorité morale pour tout le pays. Au Bénin, on a choisi un prêtre, c'était un évêque. Au Congo, on a choisi aussi un prêtre, un évêque. En RDC, on avait choisi un évêque, un prêtre. Il a dirigé la conférence nationale. Au Gabon, ils avaient choisi aussi un prêtre qui avait dirigé la conférence nationale. Donc l'objectif de la conférence nationale était de transformer tous les pays d'Afrique francophone en pays démocratiques basés sur le pluralisme politique. Le PCT avait voulu, n'était pas d'accord jusqu'au bout. Pour forcer le PCT à accepter cette idée de la conférence nationale souveraine, alors il y avait une lettre ouverte qui avait été lancée, signée par les Bernard Kolela, les Tchister Tchikaya, beaucoup de gens avaient signé ces lettres, les Ndalagra et beaucoup de gens, ils ont signé ces lettres avec les Jacques Joachim, Yombi Opango, ainsi de suite, et c'est comme cela que le PCT a été obligé d'accepter la tenue du dialogue national, c'est-à-dire la conférence nationale. Pendant l'ouverture de la conférence nationale, on a choisi aussi un homme d'église pour diriger et pour préserver la paix et l'unité nationale. On a choisi ici Monseigneur Ernest Kombo, mais pendant le débat, il fallait déjà qu'on décide que ce qui allait être décidé par la conférence nationale devait avoir une application immédiate par ceux qui allaient diriger la transition. C'est comme ça qu'on avait décidé que la conférence nationale allait devenir souveraine. C'est pour ça que la conférence nationale est devenue souveraine. On l'appelle désormais une conférence nationale souveraine parce que tout ce qui a été proposé, tout ce qui a été dit a été exécutoire. Donc, le seul problème que nous avons eu après la conférence nationale, c'est vrai que le pouvoir de Pascal Lissouba a été un pouvoir démocratique puisqu'il avait été élu démocratiquement et il avait toléré le pluralisme politique, mais la difficulté de la démocratie a été que à la fin du pouvoir de Lissouba, au lieu qu'il y ait une nouvelle élection qui allait être démocratique, le PCT a préféré organiser un coup d'État à travers la guerre du 5 juin. Ce coup d'État de la guerre du 5 juin a mis un terme à la démocratie telle qu'on l'avait proposée, telle qu'on avait décidé à la conférence nationale. Ils sont revenus avec ce qui était valable pour le PCT quand ils étaient au pouvoir pendant la période du parti unique, que le pouvoir était au bout du fusil. Et depuis que le PCT est revenu au pouvoir par les armes, il n'y a plus eu d'élection démocratique au Congo. C'est pour cela que, parce que toutes les élections qui se passent au Congo,
c'est tout juste pour confirmer la puissance du Parti congolais du travail, qui manipule les résultats, qui truque les résultats et qui utilise des candidats qu'ils obligent à reconnaître qu'eux, ils ont gagné. Et quand vous reconnaissez qu'ils ont gagné, en guise de remerciement pour les avoir reconnus, ils vous versent de l'argent chaque mois pour vous remercier. Ça devient un pouvoir corruptible. Donc le pluralisme politique a cessé d'exister tel qu'on l'avait souhaité à la conférence nationale, parce que le PCT, ce qu'elle fait, ce n'est pas la démocratie pluraliste. Exactement. La vision politique pour le Congo, ça concerne d'abord la réalisation de l'unité nationale. Et donc, le fait de faire du Congo, comme l'avaient dit les pères de l'indépendance, c'est-à-dire le président Fulbert Youlou et M. Jacques Opango. Eux, ils avaient décidé tous les deux, pour resserrer l'unité nationale après la crise que le pays avait connue en 1959, ils avaient décidé que le Congo devait devenir une nation unie et indivisible. Unie, c'est-à-dire que toutes les composantes de la nation qui étaient des ethnies devaient être dans l'unité. Et pour que ça soit ainsi, il ne faut pas que le pouvoir appartienne à un groupe qui appartient seulement à une ethnie donnée. Il faut qu'au Congo, le pouvoir soit capable d'être exercé par un fils du Congo, même s'il n'appartient pas à l'ethnie de celui qui est en train de terminer le mandat. Et pour cela, nous faisons ce que les Blancs ont fait dans leur pays autrefois. Parce qu'à l'époque, dans des pays comme la France, il y avait aussi du régionalisme. Les Bretons, les Alsaciens, les Corses, tout ce monde-là, ils étaient en train, il y en a qui voulaient l'indépendance. Pour refaire l'unité, ils ont fait des partis nationaux. Au Congo, on nous dit que les partis sont des partis nationaux. C'est une bonne chose. Mais il faut que pour que les partis soient des partis nationaux, il faut que le pouvoir aussi soit quelque chose de national. Et pour que ça devienne quelque chose de national, on doit pouvoir faire un système où le pouvoir sera rotatif. Vous comprenez? Si au Congo, il y a 3 grands groupes, en dehors des groupes Teke, des groupes Mboshi ou les groupes Bangala, les groupes Bakongo, le groupe Ceci, on va sélectionner tous ces groupes-là. On dit les partis doivent être des partis nationaux, ça veut dire que chaque parti doit avoir aussi des membres qui représentent tous les groupes ethniques du Congo. Nous, à la Convergence citoyenne, on est comme ça. On n'est pas un parti où il n'y a que des Bakongo, ou on n'est pas un parti où il n'y a que des Bangala, non. Ou bien on impose que non, il n'y a pas un Mungala qui vienne diriger les sections ou les fédérations. Ce n'est pas comme ça. Si le pouvoir devient rotatif, ça veut dire qu'il faudra faire un texte au niveau de la Constitution où on va dire dans un article constitutionnel que le pouvoir est rotatif, celui qui est au pouvoir a un mandat renouvelable une seule fois. Une fois qu'il a fait son deuxième mandat. C'est ce qu'on a fait avec Mahamadou Issoufou au Niger, qu'on a fait aussi avec Ibeka. Ces gens-là n'ont pas modifié la Constitution pour continuer à rester au pouvoir. Quand les 2 ans sont finis, comme le parti est national, si après celui-là, le prochain pouvoir, ça va être tel groupe ethnique qui devrait donner un de ses cadres à la tête du pays. Comme dans le parti, il y a des cadres qui sont aussi de cette ethnie-là. Le premier tour va opposer les candidats qui seront de cette ethnie-là. Par exemple, je donne un exemple. C'est ce qu'on a fait au Niger, c'est ce qu'on fait aussi au Mali. Par exemple, ça va donner quoi? Si le PCT a dans son parti des cadres du Poul, des cadres Teke, des cadres Mboshi, des cadres de la Likwala ou de la Sanga, ou des cadres du Niboland, comme on dit chez nous ici. Si le tour de diriger le Congo revient maintenant, selon la Constitution, à tel groupe,
le cadre du PCT qui est originaire de ce groupe ethnique-là sera le candidat du PCT. Le cadre du MCDDI qui est originaire de ce groupe ethnique-là sera le candidat du MCDDI. Le cadre de l'UPADES qui est originaire de ce groupe ethnique-là sera le candidat de l'UPADES. Ça veut dire que le premier tour de cette élection-là va montrer de tous les cadres de l'ethnie qui doit diriger le pays, lesquels vont être les deux premiers. Ce sont les deux premiers qui vont aller au deuxième tour. Le deuxième tour va opposer les deux premiers du premier tour, et les partis qui auront présenté leurs candidats également, qui auront été battus dès le premier tour, vont signer des accords avec les partis de ceux qui vont être au deuxième tour, et de telle sorte que au deuxième tour, quel que soit le parti qui gagnera, c'est le groupe ethnique à qui revient le tour de diriger le Congo qui va donner le président. Celui-là fera aussi ces 2 ans, ces 2 siècles, ces deux mandats. À la fin de ces 2 mandats, si le tour revient maintenant à tel autre groupe ethnique, les mêmes partis vont prendre les cadres du nouveau groupe ethnique qui vont devenir les candidats. Si c'est des sociaux-démocrates, qu'ils soient du nord, qu'ils soient du sud, qu'ils soient de l'est ou de l'ouest, quand c'est le tour, vous aurez toujours un candidat là-bas qui va faire la politique qui correspond à celle que la doctrine politique veut faire pour le Congo. Voilà nous ce que nous voulons faire. C'est ça qui va reconsolider l'unité nationale. Il ne faut pas qu'il y ait au Congo des gens qui disent, qui accusent les Mboshi d'avoir gardé le pouvoir pendant 50 ans et le pays a reculé, le pays s'est effondré. En 50 ans, le pouvoir n'a pas permis au pays de se développer. Au contraire, ce que les gens l'avaient laissé, les usines qui créaient les emplois, les machins, ils ont tout fermé et les gens sont devenus des chômeurs parce qu'ils ont choisi la corruption pour avoir le soutien de la population. Voyez, si on fait comme ça, on va aggraver l'unité nationale. Mais si nous nous disons que nous, si nous arrivons au pouvoir, voici comment le pouvoir va être exercé dans le pays. Si le premier groupe qui a le président, c'est telle ethnie, alors le premier ministre devra toujours être de tel autre groupe. Au Parlement, le président des parlements devront être de tel groupe ou de tel groupe pour que chacun puisse être dans la structure dirigeante du pays. Le jour où le pouvoir change, parce que la Constitution a prévu que après 2 mandats, celui qui est au pouvoir et son ethnie abandonne le pouvoir et confie le pouvoir à l'ethnie qui va prendre la succession. Vous voyez, pour éviter que ça devienne comme une monarchie où on choisit seulement les gens de la famille ou les gens de l'ethnie pour rester au pouvoir pendant des demi-siècles ou des trucs comme ça, c'est pas bon. Ça va frustrer les autres composantes de la nation. Il nous faut seulement avoir un projet politique national. Pour cela, il faut que la décentralisation devienne une réalité. C'est-à-dire, chaque département. Vous voyez, par exemple, ceux qui appliquent notre doctrine politique. Je prends par exemple le cas de l'UDPS ou du PPRD en RDC. Et ils ont créé des gouvernements provinciaux. Dans chaque province de la RDC, il y a un gouvernement. Donc la RDC apparaît comme un pays fédéral. Ça ressemble à ce qui se passe aux États-Unis. Les États-Unis d'Amérique, il y a des États. Ça s'appelle États-Unis parce qu'il y a les États. Il y a l'État du Texas, il y a l'État du Maryland, il y a l'État... vous voyez, il y a plusieurs États. Comprenez? Et dans chaque État, il y a un gouverneur. Nous, ici, on peut seulement repréciser ce que c'est que la décentralisation. Pour ça, c'est un dialogue national qui précisera comment nous voyons la décentralisation, qu'est-ce qu'on va donner comme, je dirais, comme liberté à chaque sous-région, à chaque province ou à chaque département. Pour développer chaque département, il faudra spécifier la mission de chaque département pour le développement national. Il y a des départements qui sont spécialisés
dans l'agriculture, il y a des départements qui sont spécialisés dans l'exploitation des eaux et forêts, il y a des départements qui sont spécialisés. Donc chaque département a une spécialité qu'il faudra l'encourager à développer. Et c'est tout ça qui va promouvoir le développement dans notre pays. Voilà un peu ma vision pour l'avenir du Congo. Moi, si je deviens un président ici un jour, ça ne sera pas pour officialiser que ce sont les Bakongos qui sont au pouvoir maintenant, ils vont écraser les autres. Non. Nous devons refaire l'unité nationale telle que le président Fulbert Youlou et Jacques Opango avaient décidé cela. Ça existe dans leurs archives et c'est dommage que par la suite, les gens ont cru que c'était les Bakongos qui sont mauvais, ou bien ce sont les Nibolèques qui sont mauvais, ou ce sont les Mboshi qui sont mauvais. Quand on fait comme ça, ça veut dire qu'on brise l'unité nationale. Il faut qu'on crée une dynamique qui va resserrer les liens de l'unité nationale. Voilà ma vision. Mais le département du Poul est un département important. Le département du Poul est un département important parce que d'abord, ceux que le Congo appelle des héros nationaux sont pour la plupart des originaires du Poul. Comprennent les André Grenard Machua, comprennent les Bouetambongo, comprennent les Mabiala Manganga, comprennent... tous ces gens-là sont du Poul. Ils étaient considérés comme des nationalistes par les puissances coloniales. Le Poul avait été décrété comme locomotive du Congo. Parce que les gens du Poul avaient aussi... Le Poul est le département qui abrite Brazzaville, la capitale. La capitale du Congo est une localité qui se trouve à l'intérieur du Poul. Hein? Le département du Poul va jusqu'à Mbé, dans les plateaux. Une partie du plateau fait partie du Poul. Vous comprenez? Et Brazzaville étant à l'intérieur du Poul, ça fait que Brazzaville le Poul est devenu comme la locomotive du Congo parce que c'est là que se trouve la capitale. Et cette capitale, le général de Gaulle est venu se réfugier ici pendant la Seconde Guerre mondiale. Ceux qui l'ont accueilli ici, c'était les Teke et les Bakongo. Ceux qui lui ont donné le terrain où on a construit la case de Gaulle, en Bama là-bas, c'était un terroir Teke et Congo. Vous comprenez? Mais c'est dans le cadre de l'unité nationale, lorsque les indépendances ont été accordées en 1960, que le président Youlou s'est associé à Jacques Opango et à Germain Samba de la Sanga, hein? Et avec celui qui était le ministre de l'information, qui était le porte-parole, qui était de la Likwala. Hein? Tout ce monde-là s'est retrouvé avec les frères Teke, qui étaient ministres de l'Éducation nationale. Hein? Avec dans le Niboland, les Satou Victor, qui étaient aussi des membres du gouvernement. Satou Victor, qui était un parent de l'autre là, de Justin Kumba, qui vient de mourir, paix à son âme. Hein? Les Tchitchelé, avec les Félix, avec les Chikaya, les Tchitchelé, les Chikaya, qui étaient dans la zone de Pointe-Noire. Tout ce monde-là s'est retrouvé dans une dynamique de l'unité nationale, même s'ils n'étaient pas tous membres de l'UDDA. Cette dynamique de l'unité nationale, nous devons la poursuivre jusqu'à présent, la rétablir, la restaurer et la consolider. Dans cette perspective d'aujourd'hui, où le pays semble être divisé dans une crise très grave, où socialement les gens souffrent, les retraités ont des arriérés de pension, les travailleurs n'ont pas de salaire régulièrement. Parfois on paye régulièrement, parfois on ne paye pas. Les jeunes n'ont plus d'emploi. Beaucoup de jeunes finissent par atteindre l'âge de la retraite sans avoir trouvé du travail.
Aujourd'hui, on voit beaucoup de gens qui ont 30 ans, qui ont 40 ans, qui continuent à vivre seulement chez leurs parents. Alors que dans la culture mondiale, les gens, à partir de 20 ans, ils devraient trouver du travail s'ils le souhaitent. On devrait avoir aussi des centres de formation professionnelle pour former des gens qui pouvaient avoir des travaux. Or, tout ça, ça n'existe plus chez nous. Ça veut dire que le pays est en train de sacrifier les populations. C'est tout ça qu'on doit réparer. C'est tout ça qui rentre dans ce qu'on reproche au pouvoir actuel, qu'on appelle la mauvaise gouvernance. Pourquoi maintenant les médecins sont devenus des commerçants? Mais le médecin, quand il devient médecin, selon le principe de base, il prête le serment d'Hippocrate. Le serment d'Hippocrate impose au médecin la mission qu'il doit sauver le malade. Hein? Donc quand quelqu'un est malade, qu'il vient voir le médecin ne peut pas d'abord dire pour que je fasse la consultation, il faut payer. Non. Dans un système normal, le médecin soigne d'abord le malade parce que son objectif, selon le serment d'Hippocrate, c'est de sauver le malade. C'est quand il a fini de sauver le malade qu'éventuellement il peut recevoir en guise de remerciement quelque chose. Mais il ne peut pas dire que non, moi avant de faire la consultation, donnez-moi l'argent. Mais si le malade qu'on amène n'a pas d'argent, il ne va pas mourir. Il meurt parce que tout simplement le médecin n'a pas joué son rôle de sauver les malades. C'est pareil pour les gens de la force publique aujourd'hui. Les policiers, ils arrêtent dans la circulation des chauffeurs, ils contrôlent des pièces, ils imposent parfois aux chauffeurs de payer des machins, mais ils ne leur donnent pas de reçus ni de factures. Ça veut dire que quand on paye le policier n'est pas obligé d'aller dire qu'il a arrêté 50 personnes ou 100 personnes qui ont rapporté, qui ont versé ça. Parce que pour contrôler cela, les policiers devraient avoir un carnet. Mais aujourd'hui, quand on regarde ce que notre ami qui est dans le gouvernement actuel de Coliné Makosso, qui est ministre des Finances, Andeli, Roger Gobert Andeli, il est en train de recenser les gens qui ont détourné de l'argent et qui ont cassé l'argent là chez eux. Mais qui a autorisé que les gens détournent l'argent public et le cachent chez eux? Quel est le texte qui a autorisé ça? Pourquoi l'argent qui était gardé habituellement au trésor, aujourd'hui vous arrivez au trésor, il n'y a pas d'argent, mais l'argent se trouve chez des gens? Tout ça, ça a brisé le pays, c'est la mauvaise gouvernance. On va corriger tout ça pour que le pays retrouve un peu la dynamique dans laquelle les André et les Alphonse Massamba Deba, les Youlou Fulbert et dans une certaine mesure les Marien Ngouabi avaient laissé ce pays dans une certaine dynamique qui devait déboucher sur un développement du pays et une satisfaction collective de tous les Congolais. Or maintenant, tout ce que les gars-là avaient laissé, les Massamba Deba et les autres avaient laissé, ça s'est cassé. Les usines n'existent plus. Les usines qui créaient des emplois, Sotexco a fermé, Impreco n'existe plus, les usines de Caillé n'existent plus, ceux qui faisaient les machins, les cimenteries, la Sidolou, tout ça. Bon, c'est vrai qu'ils ont recréé de nouvelles cimenteries maintenant, mais ces cimenteries qu'ils ont recréées appartiennent à qui? À des privés. Vous voyez? Il faut qu'on puisse faire des systèmes qui puissent permettre aux Congolais d'avoir des emplois. La dignité d'un être humain passe aussi par le travail. Quand un être humain n'a pas de boulot, il est triste. La paix ne peut plus exister si l'homme n'a pas la possibilité de se nourrir correctement parce qu'il n'est pas payé, parce qu'il ne gagne pas l'argent de son travail, parce qu'il n'a pas sa pension de retraité. Ça devient grave. C'est tout ça qu'on doit essayer de corriger. Mais sur mes activités internationales, je suis le coordonnateur pour l'Afrique centrale de ce réseau international. Je suis également membre de ce réseau international où nous siégeons
avec les dirigeants des grands pays du monde entier. Nous sommes en train de travailler sur l'avenir de l'humanité pendant le 3e millénaire. Et dans cette dynamique-là, je représente le continent africain avec 2 amis qui sont avec moi dans ce bureau du réseau international. Mon adjoint direct, c'est le ministre tunisien des Affaires étrangères. Au Maroc, c'est le représentant du roi du Maroc qui est avec moi. En Éthiopie, nous avons aussi des membres de notre réseau. Aux États-Unis, nous sommes avec les démocrates américains, donc les Joe Biden et moi, nous sommes dans le même réseau. Je suis en contact avec eux, avec Blinken, avec Barack Obama. Avec Barack Obama, nous étions à une réunion ensemble à Mexico, au Mexique. C'est là-bas qu'il y avait des gens qui étaient avec moi qui avaient dit que non, mais en Kikongo, Barack Obama, c'est pareil que Mbayak Obama. Mbayak Obama, c'est Barack Obama. Barack Obama. On doit travailler pour que tout cela devienne une réalité au niveau international. Nous travaillons régulièrement pour que tout cela se passe très bien. Puisque le 3e millénaire va être géré à partir du continent africain, nous sommes obligés de trouver l'accord qui va lier l'Afrique à la communauté internationale. Pour que l'Afrique ne soit plus une nouvelle colonie de la communauté des grandes puissances, mais l'Afrique d'aujourd'hui, qui a des élites intellectuelles de très haut niveau, qui ont été formées dans les écoles et les universités les plus prestigieuses de la planète, l'Afrique d'aujourd'hui est différente de celle que la communauté internationale et les Blancs avaient colonisée pendant le 2e millénaire. Ils avaient colonisé l'Afrique pendant le 2e millénaire parce qu'à ce moment-là, l'Afrique n'avait pas des élites du même niveau que celles qu'ils ont aujourd'hui, qu'elle a aujourd'hui. Vous comprenez? Les élites d'aujourd'hui sont, pour certains même, plus cultivées que les élites des Européens et des Blancs eux-mêmes. Nous avons été formés dans les mêmes écoles, dans les mêmes universités. Donc, la nouvelle coopération, communauté internationale Afrique, Europe, Afrique, Amérique, Afrique, Asie, Afrique, doit être une coopération qui doit être gagnant-gagnant. Le 3e millénaire ne doit plus permettre aux grandes puissances de venir seulement exploiter le continent africain à leur propre bénéfice à eux. L'exploitation de l'Afrique, des matières premières, ainsi de suite, doit servir également au développement du continent africain. Voilà ce que nous sommes en train de travailler dessus. Et les Blancs, ils ont choisi le Portugal, pour que le Portugal, qui avait été le précurseur des Blancs en Afrique, au 2e millénaire, ceux qui étaient en train de faire les explorations de la planète, c'était des navigants portugais. C'était le Diego Cao, c'était le Vasco de Gama. Hein? C'est eux qui étaient allés découvrir qu'il y avait d'autres continents en dehors de leur continent. Ils ont découvert le continent américain, ils ont découvert l'Asie, ils ont découvert l'Afrique. C'est les Diego Cao qui sont venus découvrir, et, par exemple, le fleuve Congo, quand ils ont découvert le royaume Congo. Et aujourd'hui, le Portugal a été choisi une fois encore par la communauté internationale pour que le Portugal joue encore un rôle de précurseur dans les relations qu'il y aura entre l'Afrique et l'Europe pendant ce 3e millénaire, parce que l'Afrique et l'Europe sont les 2 continents les plus rapprochés de la planète. Sur cette planète, il n'y a pas 2 continents qui sont aussi proches que sont l'Afrique et l'Europe. L'Afrique et l'Europe ne sont séparés que leur rapprochement, la plus proche là, c'est 30 km. C'est le détroit de Gibraltar. Vous voyez? Donc, ces 2 continents qui sont presque collés
les deux, l'un à l'autre, sont liés par l'histoire. Leur proximité géographique a fait que ceux qui ont colonisé les territoires africains, c'était des Européens. Vous comprenez? Donc cette colonisation par les Européens a fait que la culture actuelle de l'Afrique est une culture hybride qui associe la culture des colonisateurs et la culture des autochtones. Vous voyez, nous sommes en train de parler en français, non? Parce que nous avons été formés également dans la culture française. Il y a des Africains qui ont été formés dans la culture britannique, ils parlent l'anglais. Vous voyez? Mais est-ce qu'aujourd'hui, quand on veut remplacer les Européens par les Asiatiques, est-ce que ça sera facile pour les Africains de devenir des sinophones ou de devenir des indiophones? Vous voyez? Donc, le partenariat avec les Chinois ou avec les Indiens ou avec les Turcs ou avec les autres, ça ne peut être que en accord avec ceux qui sont les partenaires stratégiques et historiques de notre continent. Vous voyez? Parce que si nous décidons d'éliminer les Européens et de les remplacer par les Asiatiques, ça risque de créer une troisième guerre mondiale parce que l'Europe va se sentir étouffée économiquement par la présence des Chinois et des autres ici qui vont créer de nouvelles dynamiques. C'est pour cela qu'on doit se battre pour que la situation redevienne une situation qui fait que les Africains vont coopérer avec tout le monde dans une perspective qui sera une perspective d'une coopération gagnant-gagnant. Voilà. Les enjeux du troisième millénaire, c'est que c'est un millénaire à haut risque. Hein? Nous, quand nous avons été reçus au Vatican, dans le cadre de notre réseau, nous avons été jusqu'à Fatima, au Portugal, là où la Vierge Marie apparaissait. On nous a montré que le troisième millénaire va être le millénaire du Saint-Esprit. C'est le millénaire de la Pentecôte. Le deuxième millénaire a été le millénaire de Jésus-Christ. Le premier millénaire avait été le millénaire de Dieu le Père. Donc le troisième millénaire, ce qui va être exécuté pendant le troisième millénaire, appliqué pendant le troisième millénaire, c'est ce que la Bible avait annoncé dans le livre de l'Apocalypse. Et ce que nous vivons actuellement, ça semble être la matérialisation ou la réalisation de ce qui était annoncé dans le livre de l'Apocalypse et ce que Jésus lui-même avait annoncé aux chrétiens lorsqu'il avait annoncé la Pentecôte, l'arrivée de l'Esprit Saint après lui. Jésus avait annoncé à ses disciples qu'après lui, l'Esprit Saint allait venir leur montrer ou leur expliquer des choses qu'il leur avait enseignées. Le troisième millénaire va être le millénaire de la fraternité au sein de l'humanité. C'est pour cela que nous, au niveau de notre réseau avec les Antonio Guterres, nous sommes en train de travailler pour que sur la planète, il n'y ait plus des affrontements militaires entre les citoyens, entre les États, entre les nations. Que s'il y a des problèmes, on puisse les régler par le dialogue. Vous verrez, vous suivez ce que les Antonio Guterres, les Michelle Bachelet, l'ancienne présidente du Chili, qui est aussi membre de notre réseau, qui est actuellement au sein du Conseil national de sécurité des Nations Unies, la responsable de la Commission des droits humains des Nations Unies. On doit tout faire pour que on puisse régler les problèmes par le dialogue national dans presque sur toute la planète. Donc le troisième millénaire est un millénaire spécial. Nous qui vivons actuellement, nous sommes des gens de la transition entre le deuxième millénaire et le troisième millénaire. Parce que la plupart d'entre nous, nous sommes nés à la fin du deuxième millénaire. Ceux qui sont nés entre le 1950 et l'an 2000, ils sont nés à la fin du troisième millénaire. Ceux qui sont en train de naître depuis l'an 2000 sont nos bébés, sont des enfants, et ils sont au début du troisième millénaire. Mais un millénaire, c'est 10 siècles, et comme un être humain ne vit pas plus d'un siècle, avant même d'arriver à 100 ans,
la plupart d'entre nous, nous mourrons de vieillesse. Hein? Donc, nous allons apparaître dans l'histoire de l'humanité au 3e millénaire. Nous allons apparaître, nous, qui sommes à cheval entre la fin du 2e millénaire et le début du 3e millénaire. Nous allons apparaître historiquement comme les gens du Moyen-Âge du 3e millénaire. Ce que nous sommes en train de définir actuellement, c'est ce qui va se passer, qui va se réaliser sur la planète pendant le 3e millénaire. Mais nous ne sommes que dans le premier siècle du 3e millénaire. Le premier siècle du 3e millénaire va se terminer en l'an 2100. Mais la plupart d'entre nous, est-ce qu'en l'an 2100 nous serons encore vivants? Nous devons préparer les jeunes qui sont en train de naître maintenant. Ceux qui n'ont que 20 ans aujourd'hui. Hein? En l'an 2100, ils auront 100 ans. Ils seront même déjà morts. Voyez? Nous qui sommes nés à la fin du 2e millénaire, nous par exemple qui avons déjà 60 ans, hein? La plupart d'entre nous, on risque d'avoir 100 ans en 2040. Ceux qui ont eu 60 ans en l'an 2000, hein? 40 ans plus tard, en 2040, ils auront 100 ans. Ça veut dire que la plupart, ceux qui ont eu 60 ans, ils vont mourir avant l'an 2040. Vous voyez? Hein? Donc, il faut que dans la période actuelle, on puisse former les jeunes pour que les jeunes comprennent quels sont les enjeux du continent africain pour ce 3e millénaire et que lorsque les négociations vont devenir très, très, je dirais, d'actualité entre les différents continents, que nos descendants africains sachent comment ils devront se comporter dans ces négociations-là et qu'est-ce qu'ils devront exiger des grandes puissances. Vous comprenez cela? Il faut, pour que nous, on n'apparaisse pas comme des gens qui auront mal préparé nos successeurs, hein, il faut qu'on les forme clairement. C'est ça le 3e millénaire. Ce 3e millénaire est aussi un millénaire à haut risque pour la planète, parce que cette planète, à cause des activités des humains, des êtres humains, pendant le 2e millénaire, la planète a perdu aujourd'hui 40% de son poids d'origine. Tel que Dieu avait créé la planète là, elle avait un certain poids, mais tel que les humains, qui sont les habitants de cette planète, se sont instruits et ont développé des cultures et des technologies industrielles, ils se sont mis à exploiter les minerais, le charbon, le fer, le cuivre, l'or, le diamant, le cobalt, le manganèse, tout ce qu'on enlève du sous-sol. C'est comme si les puces et les tiques sur le corps du chien étaient en train d'utiliser des forages pour mieux se nourrir. Mais s'ils mettent des forages sur le corps de l'animal qui les héberge pour mieux se nourrir, l'animal tombe malade. L'animal, quand il sent qu'on est en train de le forer, il secoue son corps. Vous voyez ça chez le chien, vous voyez ça chez les poules, chez tous les animaux. Il secoue le corps pour que les puces et les tiques puissent tomber. La planète fait la même chose. Quand il sent que nous sommes en train d'utiliser le forage, d'utiliser les charrues pour faire l'agriculture, de creuser les trous, de faire ceci, la planète se secoue, ça fait des séismes, ça fait des tremblements de terre, ça fait des tsunamis. La planète a perdu 40% de son poids, ce qui fait qu'actuellement, elle tourne sur elle-même, parce que depuis la création, elle tourne sur elle-même en même temps qu'elle tourne autour du Soleil. Le tour autour du Soleil dure 1 an, hein? Le tour sur elle-même dure 24 heures. Hein? C'est ça qui fait que le jour se lève et se couche. Mais les 24 heures d'aujourd'hui durent moins longtemps que les 24 heures d'autrefois. Vous voyez, les jours maintenant passent très vite, la semaine passe très vite, le mois passe très vite, l'année passe très vite parce que la planète a perdu son poids, elle tourne plus vite sur elle-même. Tout ça, ça peut se terminer par la mort de la planète. C'est pour cela que nous luttons contre le réchauffement climatique, c'est pour cela que nous luttons pour
la préservation écologique sur la planète. Sinon, la planète va s'énerver contre nous qui sommes à sa surface comme le sont les puces et les tiques à la surface d'un animal. Et comme les grandes puissances ont compris que la planète est en danger maintenant, ils ont installé une station internationale dans l'espace pour commencer à s'entraîner si un jour on doit quitter la planète pour aller sur une autre planète. S'ils se retrouvent un peu dans la situation où était Noé dans la Bible.